Bienvenue à cette discussion qui portera sur les avancées pour les cancers du sein métastatiques. Pour cette discussion, je vous confie aux soins de nos deux intervenants. Je vous les présente maintenant, Dr Sarkis Meterician, professeur titulaire en chirurgie et oncologie, Université McGill et directeur du Centre de cancer du sein du CUSUM. Bienvenue. Et Cédric Baudinet, directeur investissement et promotion de la santé à la Fondation Cancer du sein du Québec. Merci. Merci Martine. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur cette entrevue avec le docteur Meterician. Merci Sarkis d'être présent aujourd'hui. Juste pour refaire un petit tour de la situation et pour les personnes qui ne sont peut-être pas touchés par un cancer du sein métastatique, mais qui aimeraient avoir plus d'infos là-dessus. Le cancer du sein métastatique, qu'on appelle aussi stade 4, c'est le stade de cancer du sein qui est le plus avancé. Les personnes qui en sont atteintes font face à une réalité qui est bien différente de celle des autres stades. Et à la Fondation Cancer du sein du Québec, on en est bien conscient. C'est pour ça qu'on propose une session qui est dédiée. Et aussi, j'en parlerai un petit peu à la fin, des services spécifiquement dédiés pour les personnes touchées. On estime environ, des petites statistiques très rapidement, que c'est entre 3 et 10% des nouveaux cas de cancer du sein qui vont être diagnostiqués d'emblée, donc de novo, au stade métastatique. Et on estime aussi que c'est approximativement entre 20 et 30% des cancers du sein qui vont le devenir. Alors aujourd'hui, Dr Meterician, pour discuter avec moi des avancées justement sur les cancers du sein métastatiques. Puis, docteur, la première question, tous les cancers du sein métastatiques ne se ressemblent pas. C'est quoi les différences qu'est-ce qui va les différencier? Oui, Cédric, on a plusieurs critères. Par exemple, le cancer du sein, comme on sait, peuvent aller dans les os, le foie, les poumons, le cerveau. On sait que dépendant de où ça va avoir des métastases, on va changer le traitement. Deuxièmement, on regarde l'intervalle entre la première diagnostic et les métastases. Naturellement, une femme qui a eu un cancer il y a 15 ans et les métastases aujourd'hui, ça va aller beaucoup mieux qu'une femme qui a un cancer aujourd'hui et développe des métastases dans 1 an ou 6 mois. Là, on est un peu plus inquiète pour l'agressivité du cancer. On va regarder, comme on a discuté tout le matin, le moléculaire du cancer et naturellement l'âge de la patiente, parce que l'âge de la patiente va influencer les traitements qu'on peut donner, parce que les traitements qu'on donne ont des effets secondaires. Donc vraiment plein de caractéristiques différentes. Oui. Aujourd'hui, le plus gros défi pour le traitement du cancer du sein métastatique, c'est quoi? Bien, le but quand on voit un patient avec un cancer métastatique, première chose, c'est d'être certain que c'est métastatique. Parce que, comme on sait très bien, quand on fait des scans des poumons, même moi, si je faisais un scan de mes poumons, on aurait trouvé peut-être des petites nodules. Et naturellement, nos patients s'inquiètent parce que tout le monde a des nodules dans les poumons, je vais être honnête avec toi, et quelquefois, on essaie de voir des scans une après l'autre pour être certain que c'est vrai, première chose. Deuxième chose, c'est de là décider quel traitement on va donner, parce que on veut pas avoir des effets secondaires qui vont affecter la qualité de vie de nos patientes, mais on veut augmenter leur survie. On essaie de balancer les deux. C'est ça, trouver la balance, ouais. Vraiment, c'est un des défis. Okay. Et justement, tu parlais de qualité de vie, mais globalement, les bénéfices attendus dans les traitements du cancer du sein métastatique, c'est quoi? Mais quand on discute avec nos patientes, quelquefois, on discute la survie sans progression. Et on discute la survie globale. Mais, comme je dis à mes patientes, on doit toujours présenter les avantages absolus. Quelquefois, nous, les médecins, on est toujours excités par les résultats nouveaux. Mais la question que les patients doivent toujours demander, c'est quoi les effets secondaires et c'est quoi l'amélioration absolue de mon survie? Parce que quelquefois, si le survie, disons, est 24 mois et ça augmente à 30 mois,
on peut dire que c'est une augmentation de 25%, mais la patiente doit décider, OK, c'est 6 mois absolus, est-ce que ça vaut la peine pour moi de faire le traitement que vous offrez? On a une discussion entre les effets secondaires et les bénéfices, parce qu'on veut que les patients prennent une décision éclairée, parce que le but dans le cancer métastatique, c'est le survie, mais c'est la qualité de vie. Donc la qualité de vie, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ouais. Et aujourd'hui, comment elle est mesurée, cette qualité de vie? Ça c'est une bonne question, parce que les études, il y a des études qui sont publiées, qui vont regarder la qualité de vie avec des questionnaires, comment va votre sommeil, comment va votre fatigue, comment va votre énergie globale. Des autres études ne vont pas nécessairement mentionner la qualité, ils vont mentionner les effets secondaires. Nous, on fait des extrapolations parce qu'on connaît les médicaments, on connaît nos patientes, on connaît l'âge et on essaie de leur faire une sommaire des effets secondaires qu'on pense qu'ils pourraient avoir. Et quelquefois, on ne sait pas ce qui va arriver. Quelquefois, on pense qu'une madame de 70 ans, 75 ans va avoir beaucoup de difficultés. Elle n'en a pas. Et une femme de 40 ans, ça va mal le traitement. Quelquefois, on essaie le traitement qu'on pense qu'il va fonctionner et on voit les effets secondaires. Nabil le disait ce matin, la médecine, il y a de la certitude dedans, Oui. on le voit là aussi, mais on voit l'importance justement de cette balance bénéfice-impact et d'en discuter au sein de l'équipe soignante avec la patiente au centre pour voir comment elle sent et comment elle, la qualité de vie, elle la ressent et comment elle l'évalue. Exactement. On va passer dans les différents sous-types de cancer du sein métastatique. Pour ce qui concerne le cancer du sein métastatique hormonodépendant, où on en est des traitements? Est-ce qu'il y a de nouvelles thérapies? Le hormonodépendant, il y a beaucoup de nouvelles thérapies et c'est excitant. Le hormonodépendant, c'est un cancer qui nous donne des problèmes 10 à 15 ans après que la femme a eu le cancer. Et comme on a discuté, le triple negative et le HER2 nous donnent des problèmes plus précoces, à 2 ans, 3 ans. Donc, tout va bien et on réalise qu'à 10 à 15 ans, il y a un problème. Et surtout, les cancers hormonodépendants vont avoir des métastases dans les os. Et on sait qu'une femme avec des métastases dans les os peut survivre. Moi, j'ai des patientes avec des métastases dans les os qui sont vivants 10, 15 ans, ça va bien et ils n'ont pas de problème. Le premier choix dans ces cancers, c'est des médicaments contre les hormones. On voit ce qu'ils ont reçu quand ils ont eu leur premier cancer et quelquefois on veut changer le médicament. Il y a peu d'effets secondaires et c'est bien toléré et c'est oral. Ça, c'est le premier choix. Et récemment, on a eu le CDK4/6 inhibiteur et ces médicaments sont extrêmement efficaces, le Palbo et le ribociclib, dans les études en combinaison avec les anti-hormonaux. Dépendant de la patiente et l'âge et le nombre de métastases, notre préférence est de commencer avec les médicaments comme le Palbo et le Ribo avec les anti-hormones. OK. Et justement, les CDK4/6, là, comment ça fonctionne? Ces médicaments-là fonctionnent parce que les cellules sont toujours en division. Ces médicaments, quand on les donne, arrêtent la division et les cellules meurent. OK. Merci. En ce qui concerne donc les cancers du sein métastatique HER2 positifs, oui. Est-ce que là aussi on a des nouvelles options de traitement qui ont vu le jour récemment? Mais HER2 positif, Cédric, c'est un des cancers qui est un peu des cancers que les patients ont difficulté à comprendre au commencement parce quand on dit le cancer, on dit Madame, vous avez un cancer qui est HER2 positif. Et ils nous demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et on leur dit que ça augmente, on sait que votre cancer est plus agressif. Mais
la chose que nous aimons comme médecins, comme oncologues, c'est qu'on a beaucoup de traitements disponibles pour les femmes HER2 positives. So, en fait, de tous les cancers, même si c'est un cancer agressif, c'est le cancer où, même il y a des métastases, on a tellement de choix de traitements qu'on sait qu'on peut faire une différence. Et le choix numéro 1 pour ces femmes, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont reçu quand ils ont eu leur premier cancer. Et souvent, ils ont eu le trastuzumab, qui est le Herceptin, et on va leur donner le pertuzumab en combinaison avec le trastuzumab, ou bien on va leur donner d'autres choix, comme il y a le TDM1, qui est une autre sorte de Herceptin, ou on va donner des autres sortes de Herceptin qui sont disponibles sur le marché. So, il y a beaucoup de choix pour ces patients. Et avec le HER2, tu disais c'est difficile de comprendre aussi. Puis il y a différents niveaux maintenant. Oui. Récemment, il y a le HER2 low qui a été mis de l'avant. Donc, est-ce que tu pourrais juste en parler un petit peu? Les HER low, parce que quand on fait les biopsies, on peut tester le cancer et on sait que c'est HER2 positif ou 3+. Mais quelquefois, c'est 1 ou 2. Et pour ces femmes, surtout les 2, ils ne sont pas positifs, mais il y a une expression au moins sur quand on regarde les lames de pathologie. So, on a démontré qu'il y a des médicaments qu'on peut donner pour ces femmes qui sont contre comme le Herceptin, comme le tucatinib, qui peuvent être efficaces. So, si une femme a un HER2, même si c'est négatif, on a d'autres choix disponibles pour elle. Ok, c'est ça, c'est le degré de surexpression en fait qui n'est pas vraiment positif pour être libellé HER2+, mais qui n'est pas suffisamment négatif pour qu'on puisse dire que c'est négatif. Et c'est sur cet entre-deux qu'on va essayer de trouver des médicaments qui viennent cibler ça. Si quelqu'un me demandait c'est quoi votre conseil numéro 1 si j'ai des métastases, moi je dirais, mon conseil numéro 1, c'est de vous inscrire dans une étude clinique. Parce que les études cliniques, c'est comme ça qu'on va savoir si ces nouveaux médicaments vont être efficaces. Et on va discuter tantôt avec les études cliniques, avec McPeak, Sirois. Et c'est comme ça qu'on va essayer des nouveaux médicaments qui vont peut-être être efficaces contre le cancer. So, c'est là où les femmes ont l'opportunité, et plusieurs de nos études sont pour le cancer métastatique. OK. Et puis, finalement, le dernier sous-type de cancer du sein métastatique, le triple négatif, est-ce qu'il y a des nouveaux dans ce type de cancer du sein qu'on sait qui est généralement plus agressif? Mais le triple négatif, on avait beaucoup de difficultés, mais maintenant on a beaucoup d'espoir parce qu'on a des nouveaux médicaments. Le triple négatif, par exemple, on peut mesurer le PD-L1, qui est une antigène sur les cellules. Si les patients ont ça, on sait qu'ils vont répondre à l'immunothérapie. En fait, l'immunothérapie pour le cancer triple négatif était premièrement étudiée dans les cancers métastatiques. So, après ça, on l'a essayé pour l'adjuvant et le néoadjuvant. So, on sait que l'immunothérapie va fonctionner. Comme on sait bien, et je pense que tout le monde sait bien, que les triple négatifs sont une des cancers qui vont avoir le génétique plus fréquemment que les autres cancers. So, si la femme n'était pas testée, c'est le temps de tester. Parce que si elle a le BRCA1 ou le BRCA2, on peut lui donner le PARP inhibitor, qui sont des médicaments qui vont tuer les cellules parce qu'ils ne vont pas les laisser réparer le DNA. Et donc, si elle a ça, et si elle a le PD-L1, là, on peut lui donner l'immunothérapie en combinaison avec l'olaparib. So, on a des choix et naturellement des études cliniques sur des nouveaux médicaments pour le cancer triple négatif sont toujours disponibles.
Et là, quand tu dis combiné, est-ce que c'est on entend parler d'anticorps drogue conjugués? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent? Non, c'est quoi les anticorps drogue conjugués? Ça, c'est différent. Les anticorps conjugués, par eux-mêmes, ne sont pas efficaces contre le cancer, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils facilitent l'entrée des médicaments dans les cellules. Et en faisant ça, les médicaments sont plus efficaces parce que quelquefois, les cellules cancéreuses sont pas mal intelligentes, malheureusement. Ils ont développé des mécanismes de protection contre les médicaments. Et ces cellules-là vont essayer de pénétrer les cellules et en combinaison, ils vont essayer d'augmenter le taux dans les cellules et les cellules vont avoir une plus grande chance de mourir. Avec l'avantage aussi qu'on vient cibler juste la cellule tumorale et pas les cellules saines autour, à l'inverse d'une chimiothérapie systémique classique. Je pense qu'on avait fini, on avait fait le tour. Peut-être parler de la recherche, parce que tu as dit que vous voulez en parler tout à l'heure. Je sais que tu es à l'initiative de ce qu'on appelle le registre québécois du cancer du sein métastatique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est un registre de cancer? Premièrement, je suis un peu gêné de dire, mais au Québec, on n'a pas de registre pour les cancers. On a dans les hôpitaux les registres, naturellement. Mais donc, on a demandé la question. Souvent, les femmes qui ont des métastases, leur médecin va demander les compagnies pharmaceutiques pour une utilisation de compassion de médicaments. Ils vont utiliser ces médicaments, mais on ne sait pas qui va le recevoir. Quelquefois, il y a une femme à Québec, une femme à Sherbrooke qui a reçu ce médicament à une réponse formidable. Mais personne ne sait, sauf le médecin. Et là, on parle de médicaments qui ne sont pas encore accessibles, c'est ça? Pas encore accessibles. Donc, le registre, on a eu l'idée, pourquoi pas aller chercher les données sur les patientes. On appelle ça en anglais « real world evidence ». Ça veut dire des données en temps réel sur l'utilisation. Pour le moment, j'avais écrit... On a 10 hôpitaux qui font partie de ça. Je vais juste les nommer parce que ça vaut la peine. Le CUSUM, Laval, le CHUC, CHUM, Maisonneuve-Rosemont, Sacré-Cœur, St. Mary's, le Centre hospitalier régional de Lanaudière, l'Université de Sherbrooke et Chicoutimi. On est fiers de Chicoutimi qui font partie parce que ma femme vient d'Allemagne, c'est pour ça. mais sérieusement, c'est que on a 737 patients déjà inscrits. Et les compagnies pharmaceutiques, la Fondation, merci, a aidé pour le financement du registre. Et parce que les compagnies pharmaceutiques, ils savent qu'ils donnent ces médicaments de compassion aux patientes, mais ils ne savent pas les donner. Et donc, ils veulent, comme le HER2 low, si moi j'utilise un médicament, toi tu utilises un médicament à Sherbrooke, lui il utilise... Là, on va capturer toutes ces données et on va savoir si ça ne fonctionne pas. Et ça peut donner de l'espoir à toutes les femmes québécoises, ça veut dire, parce que si quelqu'un utilise à Sherbrooke, on va savoir et ça va être connu par le milieu médical. Et là, quelqu'un va dire, mais ça a fonctionné, je vais l'essayer. Et aussi, les questions que nos patientes vont nous demander, c'est quoi la survie? C'est quoi mon survie avec le cancer métastatique au cerveau? Mais on connaît les données dans la littérature, mais c'est quoi les données québécoises? On va le savoir. On va savoir la survie. On va savoir les effets secondaires de nos médicaments et on va savoir si les médicaments fonctionnent. Je pense que c'est une opportunité et dans un an ou moins, on va avoir plus que 1000 patientes et je pense qu'on va avoir beaucoup plus de données qui vont venir de ce registre qui vont aider les femmes.
ça porte vraiment bien son nom en anglais. C'est vraiment des données de vie réelles. Là, c'est pouvoir prendre les informations réellement de ce qui est vécu. Ouais. Ça donne des informations sur la qualité de vie aussi, oui, j'imagine. Oui. Ça, c'est important parce qu'on sait qu'elle peut être fluctuante aussi. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vision globale en dehors de ce qui pourrait être des essais cliniques et de ce qui est testé par les... Oui, parce que les médecins partout au Québec utilisent des médicaments parce qu'ils sont, ils sont allés à des réunions internationales, nationales, il y avait eu des présentations. Au Québec, ce n'est pas encore permis ou accepté par le gouvernement ou c'est payé. Et ces médicaments peuvent coûter 60 000 par année. On demande aux compagnies, est-ce que vous pouvez nous donner le médicament? Et souvent, ils vont dire oui. Mais personne ne va capturer les résultats. Là, on va capturer les résultats. Ça va être le cas. Et ça, c'est excitant pour les médecins. Et s'il y a des gens là qui se posent la question, comment on peut participer au registre métastatique? Comment on rentre dedans? Comment il faut prendre contact avec l'établissement? Un des établissements qui a été cité ici, c'est ça? Les établissements vont augmenter. Ça, c'est certain. On a les établissements que j'ai mentionnés, mais ça va augmenter. Et c'est la chose à demander, c'est les établissements vont approcher nos patients parce qu'ils veulent qu'ils rentrent dans le registre, parce que le registre comme tel ne va pas aider nécessairement la patiente à ce moment-ci, mais ça va aider la patiente qui va avoir des métastases dans 1 an, 2 ans, 10 ans. Et parce qu'on va savoir ce qui est arrivé aux nos patientes aujourd'hui pour aider les patientes dans le futur. Pourquoi pas faire du profilage et réussir à trouver des personnes qui se ressemblent pour pouvoir éventuellement prédire comment ça va évoluer. Oui. Donc, si vous faites partie des centres qui ont été cités ici et puis qu'on ne vous a pas forcément parlé du registre, n'hésitez pas à en parler à votre équipe médicale parce que ça peut être vraiment très intéressant. Marcy Sarkis, on va prendre un petit temps pour des questions. Juste même chose que dans les autres salles. Donc, il y a un micro ici, vous avez le Slido, j'ai accès aux questions directement ici. Si possible, malheureusement, on n'a pas accès à votre dossier médical complet, donc il est difficile de répondre à des questions très spécifiques, mais vous êtes les bienvenus pour poser vos questions. Madame. Oui, vous ne l'avez pas mentionné, mais est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du sous-type de cancer métastatique qu'on appelle oligométastatique, donc peu de métastases, donc peut-être j'aimerais ça vous entendre un peu là-dessus. Oui, merci. c'est une bonne question. Cédric n'a pas demandé la question, c'est pour ça. Je suis désolé, je la pose. C'est que les oligométastatiques, Madame a demandé, ça veut dire que la patiente a juste une site et une métastase. Ça veut dire c'est dans le foie et c'est une, dans les os une. Et ça, la chose qu'on aime pour ça, c'est qu'on a 2 façons de traiter à part de la chimio. Une, c'est la radiothérapie. Pour le cerveau, par exemple, il y a la radiothérapie stéréotactique, les poumons aussi, parce que partout dans le corps. Et on a la chirurgie. Non, on n'aime pas sauter pour opérer quand une femme a des métastases, mais on n'opère pas sur les os. Mais moi, je parle le foie, le cerveau, les poumons. Parce qu'on veut être certain que la maladie, si on le voit aujourd'hui, est-ce que ça va rester oligométastatique? On donne le chimio, on répète les scans, et après 1 an, c'est formidable, c'est oligométastatique, et on voit juste une lésion, le reste est beau. Là, on discute en tumor board entre nous, les experts dans les hôpitaux. Est-ce que madame, on devrait opérer ou est-ce qu'on devrait lui donner la radiothérapie? Parce que même si le chimio est bon, c'est rare que le chimio va éliminer le cancer à 100%. Si c'est oligométastatique, on a beaucoup d'espoir. Si ça reste oligométastatique, on est encore plus heureux. Et là, on peut offrir d'autres traitements. Merci. Une autre question? Oui, bonjour. Merci pour cet entretien. C'est vraiment intéressant. On associe beaucoup les cancers avec des virus. On voit le cancer du col avec le HPV. On voit le cancer du foie avec l'hépatite. Est-ce qu'on a déjà identifié un virus pour le cancer du sein?
Bonne question. Je vais te répondre en deux phases. Première, c'est non. On n'a pas de lien. Mais deuxième, on a des études cliniques au Québec. À ce moment-ci, on a une chez nous, et je suis certain partout au Québec, il y en a, les vaccins. On a des vaccins développés contre les antigènes comme l'immunothérapie, pour stimuler le système immunitaire pour qu'ils attaquent leur propre cancer. C'est phase 1, phase 2. Ce n'est pas demain matin, on va aller dire, docteur, donne-moi le vaccin. Mais c'est un espoir qu'on a que peut-être on peut, encore une fois, utiliser le système immunitaire de la patiente pour combattre le cancer. C'est sûrement ça. Hein. Il y a une partie de l'immunité où, moi, j'appelle ça le concierge qui ne fait pas son travail. Là. Oui. Il passe, puis oups, il ne l'a pas vu celle-là. Donc là, on se réveille avec une vous avez métastase. raison. C'est l'immunité qu'il faut... Oui. Ouais. Puis là, je trouve aussi qu'avec le COVID, ça nous a fait ouvrir la porte là-dedans de comprendre c'est quoi l'immunité et tous les détails, les subtilités. On va en apprendre beaucoup. Oui, Ouais. vous avez raison. Merci. 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 Bonjour et merci beaucoup pour votre intervention. J'ai deux questions. La première, elle porte sur le diagnostic des métastases. Donc, avant, on est en contrôle, mais moi, je suis nouvelle arrivante. Et le contrôle qui m'a été prescrit ici, c'est une mammographie et une IRM mammaire. Mais quand on parle de métastases, c'est des métastases dans d'autres organes. Est-ce qu'il y a un moyen de faire pas prévention, non, plutôt du diagnostic précoce des métastases? Parce que s'il y a une métastase, est-ce que ça ne serait pas intéressant de la découvrir quand elle est dans un organe, au lieu de laisser ça se diffuser dans d'autres organes? Et puis, vous avez aussi parlé de taux de survie, c'est ça? J'ai beaucoup entendu des chercheurs dire quand on a une maladie, il vaut mieux écouter son diagnostic, mais pas le pronostic. Parce que indirectement, on programme peut-être notre subconscient et quand on nous dit vous avez 6 mois, donc la personne elle se dit je vais avoir 6 mois, donc c'est comme si elle programme aussi son corps pour vivre 6 mois, alors que si on lui dit écoute c'est une maladie chronique, on peut vivre avec, etc., pendant plusieurs années, etc., on va l'aider plus ou moins à vivre le maximum de temps possible. Donc voilà, merci. Je vais répondre à votre première question et je vais vous demander un peu d'aide sur la deuxième question. Pour la première question, c'est que il y a plusieurs études et c'est comme ça qu'on enseigne nos étudiantes et nos résidentes. C'est que la question que et les patients me demandent, docteur, parce qu'ils ont un stage 1, stage 2, est-ce que j'ai des métastases? Le problème, c'est que nous, comme médecins, comme toutes les choses qu'on fait en médecine, on doit balancer les chances qu'on va trouver quelque chose avec les effets secondaires des examens et l'anxiété et tout ça. So, quand une patiente vient avec un cancer de moins de 2 cm, avec les ganglions qui ne sont pas atteints, on ne fait pas un bilan métastatique. Et les guidelines disent la même chose. C'est que est-ce que, si vous me demandez, mais est-ce que je pourrais? Malheureusement, en médecine, il n'y a rien à 100%. Il va avoir cette femme, 1 sur 100, qui va avoir des métastases, mais on ne veut pas avoir les autres 99 font des examens pour rien. So, ça, c'est la philosophie pour le stage 1. Mais une fois opéré, si on découvre que les ganglions sont atteints, ça change tout, parce que là, on devient stage 2, mais là, on doit faire le bilan métastatique. Mais pour ta question, c'est que, oui, vous avez raison, que quelquefois, les patients nous demandent pourquoi vous ne faites pas beaucoup plus de tests. Moi, ça fait 30 ans que je traite les cancers et j'ai toujours ce souci, comme vous l'avez, qu'en faisant les tests, même si je découvre quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Et peut-être c'est... j'essaie de faire... L'approche théorique, c'est que si une femme est en suivi, elle a un cancer stage 2 ou 3, mais stage 4, on ne va pas parler parce que le stage 4,
on sait qu'elle est stage 4, on va la suivre avec les prises de sang et on sait avec des examens. Mais pour les 2-3 qui n'ont pas de métastases, on fait des prises de sang à chaque 3 mois, au moins pour les premières 2 à 3 ans. Et on fait, dépendant des prises de sang et les symptômes, est-ce que vous avez douleur au ventre? Est-ce que vous toussez? Est-ce que vous avez douleur des maux de tête? Écoutez, tout le monde a des maux de tête et c'est difficile à savoir est-ce que ça c'est vraiment important, c'est pas important. Quelquefois, on décide, je sais pas, je vais faire le scan. Mais le suivi pour les patientes, malheureusement en 2024, on n'a rien qui peut détecter un cancer aujourd'hui qui est microscopique dans le foie. Ça doit, comme vous savez, pour qu'on puisse la voir, ça doit être minimum 1 centimètre. Oui. So, malheureusement, on n'a pas ça, mais moi, je le veux comme toi, comme tout le monde dans la salle. On veut des tests qui peuvent détecter ça. D'accord, parce que moi, dans mon pays, là où j'ai été traitée, mon oncologue, il me préconise un PET scan à vie, étant donné mon âge jeune. Je l'ai fait et je suis retournée à mon pays pour le faire, mais est-ce qu'il y a aussi un risque d'exposer son corps à des rayons tout le temps? Donc, mais pas si tu fais ça comme les patients demandent pour la mammographie, non. 1 fois, 2 fois par année, pas de souci. Résonance magnétique, oui, il y a des soucis avec l'injection de gadolinium avec le cerveau, mais 1 fois, 2 fois par année, pas de souci. D'accord. 1 fois par mois, j'ai des soucis. Mais qui va le faire 1 fois par mois? Non, j'ai pas de soucis pour les rayons X. Mais j'ai des soucis parce que si c'est pas vivable, parce que les femmes, comment tu vas faire des examens à chaque 6 mois? On n'a pas ce test-là. On a juste le CA15-3 Oui. pour détecter le cancer métastatique. Mais ça, c'est pas aussi bon. Mais pour la deuxième question, c'était une question ou un commentaire? non, c'est par rapport au pronostic. Quand on annonce un pronostic à quelqu'un, on lui dit « tu as 6 mois ». OK. Mais écoute, un médecin qui est un bon médecin va jamais dire les mois qu'un patient a survécu. Parce qu'on n'est pas Dieu. Et la femme qu'on pense, oh, pas de problème, elle a l'oligométastatique, elle va vivre 10 ans, elle meurt dans 6 mois. La femme, elle a des métastases au cerveau, elle va mourir dans 6 mois, elle vit encore 6 ans plus tard. Jamais, on enseigne, on est aux résidents, jamais mentionner, disent, madame, vous avez stage 4, on va vous traiter, en discutant le traitement. Est-ce que vous voulez être traité? Première question. Et c'est ça le traitement, c'est quoi les effets secondaires? Allons-y. Mais elle me demande, c'est quoi mon suivi, docteur? Je ne sais pas, madame, on va voir, on va vous suivre. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. On va peut-être prendre juste c'est la dernière question parce qu'on manque un petit peu de temps et puis on veut vous laisser pouvoir basculer de l'autre côté. Merci. En fait, je me questionnais à savoir s'il y avait des études. Est-ce que tu peux venir plus proche? Excusez-moi. Je me questionnais à savoir s'il y avait des études ou si on avait des données par rapport aux patientes qui sont NED, No Evidence of Disease. S'il y a des études... Ou si on a des données par rapport à ça. Non. Mais parce que No Evidence of Disease, quand je vois un patient et le bilan est négatif, je vais écrire impression No Evidence of Disease, plan, retourne à la clinique dans 6 mois. Dans un cas de cancer métastatique, je veux dire, pardon. Oh, tu veux dire qu'elle a eu le métastase et 6 mois plus tard, elle n'a pas de cancer. Elle n'a pas de J'ai métastase. des exemples de ça. patientes, par exemple, qui vivent avec un cancer du sein métastatique pendant plusieurs années, puis ils sont déclarés NED après 6 ans, par exemple. Oui, il y a plusieurs patientes comme ça. Ça, c'est le but de la cancer métastatique, le traitement. Notre impression, c'est qu'une femme ne peut jamais être no evidence of disease. Parce que, mais je ne vais jamais dire ça à mes patientes. Je vais dire, madame, madame, elle va me dire, est-ce que j'ai des métastases? Je dis, ça va très bien, on ne voit rien. Mais, mes patientes sont vraiment intelligentes, ils savent quand je suis pas... Parce que c'est microscopique.
C'est microscopique, mais les cellules vont être dormantes. Parce que souvent, les patientes vont demander comment c'est arrivé. Ça fait 15 ans que j'ai eu mon cancer et maintenant j'ai des métastases. Mais malheureusement, les cellules restent dans le moelle osseuse. Ils dorment pour 15 ans et ils reviennent avec un stress, avec quelque chose immunitaire. Et là, on a des métastases. Et après ça, elle va combattre le cancer et ça va disparaître. Les scans vont montrer qu'il n'y a pas de cancer, complete response. OK, formidable. Mais on va continuer à la suivre soigneusement parce qu'on ne sait jamais quand quelque chose va arriver. Merci. Merci beaucoup, merci pour vos questions. Désolé, on manque de temps. Je vais peut-être juste résumer tout ce qui a été dit, Dr Métériciane. Globalement, il y a de plus en plus de recherches et de plus en plus d'avancées dans les cancers du sein métastatique, puis dans chaque sous-type de cancer du sein métastatique, de plus en plus d'avancées. Aujourd'hui, quand on fait la comparaison par rapport à des dizaines d'années en arrière, on se rend compte que maintenant, le cancer du sein métastatique, ce n'est pas la sentence de mort qu'on entendait à l'époque et que c'est quelque chose qui évolue vraiment dans le temps. On veut que ça soit une maladie chronique. Exactement. Et puis, vous le disiez, l'importance de participer aux études, aussi bien pour pouvoir bénéficier de traitements qui sont en cours d'élaboration, en cours de test, donc des traitements de pointe qu'on essaye d'évaluer pour être sûr que c'est encore meilleur que les traitements actuels, et puis aussi pour en faire bénéficier les autres personnes touchées par un cancer du sein métastatique, parce que grâce à notre participation dans un essai, les données qui vont en ressortir vont pouvoir aider tout le monde. Merci beaucoup, Dr Métériciane. Juste pour vous rappeler, vous allez voir un petit QR code sur l'écran juste ici. C'est le lien vers le site web de la Fondation Cancer du sein du Québec et vers le site web, vers la page web qui est dédiée au cancer du sein métastatique. Vous savez qu'on propose des services qui sont dédiés aux personnes touchées par un cancer du sein métastatique. Il y a bien sûr tous les services qu'on propose à la Fondation qui sont ouverts à toutes les personnes, peu importe leur stage, mais on a des choses qui sont beaucoup plus spécifiques, dédiées aux personnes touchées par un cancer du sein métastatique, parce qu'on le sait, la réalité est différente, donc les besoins sont différents. J'ai en tête l'aide financière, le montant qui est dédié aux personnes qui sont touchées par un cancer du sein métastatique n'est pas le même que pour les autres stades. On a le club Jazette avec notre travailleuse sociale Evelyne que vous avez entendu, et puis on a aussi le groupe Facebook Parlons Stade 4, où vous pouvez justement échanger avec des personnes qui vivent cette même réalité. Donc n'hésitez pas à scanner le QR code. Et je vous remercie pour votre attention et on se retrouve dans la grande salle pour la suite de la journée. Merci. Merci, Sarkis. I see a different you.